Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale, très très content de vous retrouver pour un nouveau numéro et aujourd'hui un nouveau numéro débrief du parcours du Giro 2026 qui est sorti hier. Donc on fait cette émission dans la foulée pour rester au cœur de l'actualité. On va décrypter ce parcours étape par étape avec les profils. Voilà, on va se lâcher parce que je crois que mon invité comme moi, on est un petit peu chafouin après avoir vu ce parcours, un petit peu déçu. Et celui qui est avec moi pour en parler ce soir, c'est Matt. Salut Matt, comment tu vas? Salut Titien, ça va, on a la gorge un petit peu prise, hein, on est en plein hiver. J'ai aussi parce que le parcours est pas forcément folichon. Je suis un peu ronchon comme toi et bon, j'ai hâte d'analyser ces étapes qui nous sont proposées pour le Tour d'Italie version 2026. Ouais, bah c'est clair que bon, vous l'avez déjà compris, on donne un petit peu le ton, mais le parcours nous enthousiasme pas vraiment après avoir fait il y a un petit mois de ça l'analyse du parcours du Tour de France où là pour le coup on était quand même plutôt assez content. Là voilà, on va être un petit peu chafouin, donc c'est la 109e édition du Giro, donc 3459 km de course au programme, 49 000 mètres de dénivelé quand même, donc on atteint les 50 000 mètres de D+. Il y a ce grand départ en Bulgarie, attention ce sera un vendredi, hein. Matt, si je dis pas de bêtises en disant qu'il y aura un jour de repos après Tout à les fait. 3 étapes bulgares, 5 étapes de haute montagne, pas mal d'étapes accidentées, j'en compte au moins 6, 8 étapes de plaine, et voilà, ça on va en reparler parce que ça fait un peu beaucoup. Euh, et voilà, il y a un contre-la-montre effectivement de 40 km. Matt, avant que tu donnes le tien, je vais te donner directement mon avis. Et pour moi, ce qui décrit ce parcours, c'est sans âme. Voilà, ce parcours, je trouve qu'il a pas d'âme. Et tu vois, on avait fait cet été, juste avant la Vuelta, hein, une preview du parcours où on avait dit que c'était un parcours horrible, c'était nul. Mais j'ai envie de dire que sur la Vuelta, ça m'emmerde un peu moins parce qu'en fait, tu auras toujours des trucs un peu folkloriques, etc. Là où le Giro, on a toujours été attaché à ces parcours un peu sympa à cette montée en puissance, notamment on sait qu'il y a les grosses étapes de montagne de troisième semaine, mais on sait qu'il y a ces étapes un peu tortueuses qui permettent aux baroudeurs, voilà, des profils différents de coureurs de gagner. Et là, je trouve que voilà, il y a pas d'âme, il y a pas grand chose dans ce parcours. Moi, en tout cas, il y a pas grand chose qui m'intéresse au global. Je trouve très très répétitif dans ces étapes. Bah, de toute façon, on va analyser chaque profil, mais voilà, franchement, je suis un peu déboussolé parce que je ressens pas grand chose en voyant ces profils, mais tu te laisses donner ton avis. Sans âme, oui, et puis pas vraiment bien coordonné. On a l'impression que les étapes se suivent mais n'ont pas vraiment de lien entre elles. On comprend pas vraiment ce qui se passe. La montée en puissance, au final, on en reparlera, mais on l'a pas. Et puis au-delà de ça, elle est mal faite. On sait qu'il y avait des rumeurs qui entouraient ce Giro de vouloir attirer les meilleurs grimpeurs et coureurs du monde, dont un certain Remco Evenepoel. Si c'est comme ça qu'ils veulent attirer Remco, bon courage. On en reparlera aussi, mais des circuits qui sont utilisés à tort et à travers sur des étapes où ça n'a rien à faire là en fait. Pas mal de coins d'Italie où c'est escamoté. On a presque l'impression en fait que l'Autriche c'est limite aussi plat que la Belgique, hein, tellement il y a d'étapes de plaine. Bon, clairement on pouvait s'attendre à mieux pour la dernière d'un certain monsieur Vegni. Ouais, mais il est peut-être temps qu'il s'en aille. Enfin, moi, je te dis, le Giro, c'est toujours un truc tu vois, ça te fout les poils, ce parcours, etc. Et ouais, c'est déjà, enfin, alors, même l'année dernière, on avait fait la preview hein, du parcours du Giro 2025 et c'était pas non plus folichon. Ça a été sauvé cette année par, voilà, et l'adage les coureurs font la course, bah, il était vrai parce que le Giro cette année, il a été magnifique et il a été sauvé par le scénario de course et par les coureurs qui l'ont fait, mais c'était déjà pas fou et je trouve que ça fait pas mal d'années maintenant que voilà, on se souvient encore de la terrible édition 2023 là où le parcours prêtait à rien et où en plus de ça on avait des coureurs attentistes et du coup ça a mené à rien en fait. Donc voilà, moi en tout cas c'est peut-être pas une mauvaise chose qui s'en aille Moroveni parce que franchement j'ai un peu mal à mon Giro en pensant au Giro qu'on avait dans le début des années 2010, moitié des années 2010. Là, je repense au 2015, au 2016, qui avaient des parcours vraiment. Ouais, c'était des magnifiques parcours de grand tour. Les courses ont été magnifiques et là,
Voilà, c'est pas folichon et peut-être que l'année prochaine on aura une nouvelle direction et peut-être qu'on verra d'autres choses parce que là le Giro pour moi imite de plus en plus le Tour de France. Le Giro également, on le sent à Moroveni, il veut avant de partir attirer les grands noms, il veut montrer que il veut dire ok venez sur le Giro parce que vous pouvez venir faire ce doublé Giro Tour et moi c'est ce que je ressens aussi en voyant ce Giro. Alors oui, ça attirera peut-être pas Evenepoel 40 km et en même temps si le but c'est d'attirer Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard pour faire le doublé avec le Tour, bah c'est quand même bien joué parce que même s'il y a un gros dénivelé, on en reparlera, je trouve que la plupart des étapes mine de rien, c'est quand même pas hyper difficile et je pense qu'il y a aussi une stratégie derrière d'essayer d'attirer des coureurs dont on sait forcément qu'ils vont viser le Tour de France et on a envie de leur dire, ben, venez aussi sur le Giro d'Italia, regardez, vous serez pas mort pour faire le tour. Moi, je sais pas si tu le vois un peu comme ça, mais moi, je le ressens de cette manière. Et je rejoins cette manière de voir les choses qui est un peu contre-productif quand on sait que les propos il y a quelques années, c'était de faire du Giro l'égal un peu du Tour de France et justement de dire aux coureurs, oui voilà, nous aussi on est un tour extrêmement difficile, bien plus dur et bien plus réputé que la Vuelta et voilà, on sentait qu'il y avait une stratégie de choix à faire. Et ça se voit, ils ont ouvert une porte de Giro moins difficile tout récemment, hein, à partir de 2022-23 et qui s'est confirmé en 2024 avec le doublé de Pogacar. Je suis aussi content que la direction change parce que, enfin là, c'est limite si le Tour des Alpes et le Tour de Romandie ils vont être plus difficiles pour les grimpeurs, quoi. Donc ça donne pas trop envie. C'est Parce clair. que comme tu Alors, l'as dit, 50 000 mètres de D+, c'est un gros trompe-l'œil quand même. oui, alors après, voilà, tout n'est pas acheté, évidemment. On se l'est dit en off avant, il y a deux, trois belles étapes. Voilà, franchement, moi j'ai noté trois étapes qui me font, trois, quatre étapes, allez, qui me font de l'œil. Mais un grand tour, c'est pas que des belles étapes, c'est aussi de l'agencement, tout ça. Et comme tu l'as dit, l'agencement, la coordination de ce Giro, on va en reparler en faisant étape par étape, c'est pas fou. Matt, si ça te va, je te propose de nous présenter le grand départ de Bulgarie. Allez, on part de Bulgarie. Bon, évidemment, c'est la première fois hein, qu'on partira de là-bas et on partira du côté de la mer Noire, donc tout à l'est du pays, à Nejbar, pour arriver à Burgash, donc 156 km. Et alors là, on peut pas faire plus plat qu'une feuille. Je pense Ah, on ils va ont aller trouvé un rapidement quatrième dessus, mais catégorie. ils ont trouvé un petit quatrième catégorie, ça c'est quand même fort. Mais bon, premier maillot rose pour Sprinter. Ça, à la limite, je trouve ça plutôt pas mal. Bah, ils l'auront pas sur Si le jamais- tour, donc ils l'auront au moins sur le Giro. Oui, C'est pas mal. voilà. Et puis Donc, pour attirer un peu voilà. les top sprinters, c'est aussi une bonne chose. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est plutôt bien pensé. Bon après alors si on regarde le profil par contre de l'étape, c'est là où moi j'ai quand même quelque chose à souligner, c'est qu'on part d'un côté pour en fait faire un demi-tour et revenir en arrière. Et moi dès que j'ai vu ça sur cette étape 1, j'ai compris qu'il y avait un problème dans le tracé des étapes où on allait faire des pif-paf, des demi-tours, des circuits un peu sortis de nulle part. Et bon, vous verrez que c'est pas la dernière fois. Deuxième étape, on va Ouais, enchaîner. allons-y, hein. Là-dessus, hein. On repart de Burgash, mais cette fois-ci pour une grosse étape marathon vers Veliko Tarnova. Étape légèrement accidentée, mais moi je me laisse noter, c'est encore une étape de plaine, voire pour enfin pour sprinter puncher, on va dire ça comme ça, parce que voilà, il y a quand même quelques petites côtes, dont la montée du monastère. Hein. Voilà, je vais me omettre le fait de la lire en bulgare. C'est 3 km 5 à 7%, je crois. C'est court, mais en fait, comme j'ai déjà dit sur le Tour de France, bah maintenant la plupart des sprinters type, il y a beaucoup de sprinters en fait qui passent très très bien les boss, donc ça reste court, mais bon, on verra, ça peut être intéressant, mais que dans le final en fait, puisque c'est tout plat au début, il y a deux petites ascensions, et voilà, ça va s'animer dans les 15 derniers kilomètres
finaux. Je sais pas ce que t'en penses toi, Titien, mais moi je la vois comme ça cette Ah étape. oui, oui, oui. Bon, après, c'est pour les punchers, clairement, là. Surtout qu'ils ont une bonne chance parce que un mec qui va basculer, qui aura pris de l'avance au sommet de la bosse, ça fait que descendre et il y a peut-être 700, 800 mètres en faux plat montant pour finir. Donc, il aura une bonne chance derrière voilà, de réussite. Donc, moi, je trouve ça assez ouvert parce qu'à la fois, la bosse, 3 km à 8%, c'est dur. Ça devrait éliminer la plupart des sprinters qui n'auront pas le temps de revenir et en même temps, il y a cette descente qui a l'air beaucoup moins pentue juste derrière, où justement un homme seul il peut buter et puis dans le dernier kilomètre aussi. Donc voilà, c'est assumé, c'est un duel entre les punchers et les meilleurs sprinters qui réussiront à passer la bosse. Donc moi voilà, ça c'est pas mal. Il y a bonne chance que le maillot change d'épaule, mais effectivement c'est assumé et la majeure partie de l'étape ce sera un défilé quand même de la part du peloton. Tout à fait, tout à fait. Troisième étape, on enchaîne en partant de Plovdiv pour aller vers Sofia, la capitale. Alors là, on est sur un espèce de copier-coller de ce qu'on avait eu en Albanie. Vraiment, pour moi, j'ai vu Et cette moins étape, j'ai dur, fait, ah hein. bah, ils ont fait en moins dur, mais ils ont fait à peu près la même chose. Mais en beaucoup moins dur. C'est une ascension beaucoup plus roulante, à peu près au milieu, deuxième tiers de l'étape. Bon, pareil pour moi, c'est à voir comment ça se passe. Mais pour moi, à nouveau, là, on aura un sprint dans les rues de Sofia. Et là, je peux le comprendre. On va dire que c'est la capitale du pays. Je comprends l'idée de vouloir faire une arrivée un peu en sprint massif. Là où j'ai un petit regret, c'est que Sofia, on est très très proche de beaucoup de petites côtes, de massifs montagneux et beaucoup de pentes un peu en pavé. On sait que sur le Giro, il y a quand même pas mal d'étapes où on n'hésite pas à utiliser les pavés. Bon, il y avait quand même moyen de faire un petit peu mieux qu'une deuxième étape pour sprinter et voire pour ceux qui passent bien les bosses, une troisième étape pour sprinter puncher. Ouais, cette étape, elle est inintéressante pour moi parce que le col au milieu, c'est une fausse montée, hein. Ce sera surtout placé où c'est. En fait, je vois pas comment derrière des sprinters, même s'ils sont mis en difficulté sur cette bosse, ne reviendraient pas derrière. C'est du faux plat descendant sur les 70 dernières bornes de l'étape. Donc, ce serait une étape voilà, qui va arriver au sprint. Pour moi, il n'y a aucun suspense. C'est là que je trouve ça assez décevant. Ce qui aurait été sympa, c'est la même étape, mais avec un vrai col au milieu. Tu vois, un truc de 10 bornes à 8%, où là, tu peux embrayer à fond et faire des gros écarts. Mais là, ça va pas être assez difficile. En fait, moi, encore une fois, ce que je dis souvent, c'est que j'aime bien ne pas savoir ce qui va se passer sur cette étape. Pour moi, ça va être une procession du peloton et un nouveau sprint, le deuxième en 3 jours. Donc, je suis un peu déçu. Autant les deux premières étapes, ça m'allait dans la logique. T'avais 2 étapes fermées, mais pour 2 types de profils différents. Là, la troisième étape, en étape très ouverte, c'est top. Mais pour moi, le profil est trompeur et c'est pas du tout une étape ouverte. Ça se terminera au sprint. Donc, enfin, aller en Bulgarie pour faire ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Franchement, bon. Après, je suppose qu'on voulait un sprint massif dans la capitale, mais bon. Voilà. Écoute, là, je suis assez déçu de cette étape. Voilà. C'est une sorte de petit enfin, c'est un peu mensonger, quoi, ce profil. Ce sera un sprint. C'est pas le dernier mensonge. On le reverra. Mais voilà, ils ont fait les filous. Écoute, je pense on a fait le tour, hein, voilà, 2 sprints massifs à mon avis et un sprint en petit comité ou pour puncher. On va quitter, donc il y aura une journée de repos après ces 3 étapes en Bulgarie pour retrouver l'Italie sur la quatrième étape. Je vais prendre le relais si ça te va. On y va. On retourne en Calabre, hein. Voilà, exactement, avec une étape de 145 bornes. Et alors, vous avez vu l'étape 3, on va prendre un petit copier-coller avec l'étape 4, puisque grosso modo, 90 premiers kilomètres tout plat, un col de deuxième catégorie, alors mine de rien intéressant sur sa distance, puisque là on a une quinzaine de bornes qui m'a non plus... alors je sais pas si tu as vu le pourcentage moyen du col, puisque là sur le profil que j'ai, moi il n'est pas affiché, mais quand tu as 15 bornes et que c'est en deuxième catégorie, si je dis pas de bêtises, on doit pas être sur des pourcentages affolants non plus, hein. Donc un peu plus intéressante parce que le col est plus long et puis surtout il y a moins de distance ensuite. Il y a une redescente qui va être rapide, voilà. Donc
un peu de possibilité pour des baroudeurs de tenter quelque chose, également pour des équipes qui auraient un sprinter qui passe les bosses de tenter quelque chose. Mais en début de Giro et avec 3 journées en Bulgarie qui n'auront vraiment pas fait puiser dans les réserves plus une journée de repos, j'ai peur que les équipes de sprinters soient encore trop bien organisées, qu'il y ait encore trop de coureurs après 3 étapes aussi peu difficiles qu'ils soient bien placés au classement général pour qu'il y ait vraiment une grosse échappée qui s'en aille. Donc le scénario qu'on peut espérer, c'est pour moi plutôt une équipe type la Trek de Mats Pedersen par exemple, comme ils ont fait cette année, essayer d'un peu de faire exploser les plus gros sprinters dans la bosse, c'est l'intérêt de cette étape. Mais j'ai peur qu'on soit sur déjà une troisième arrivée au sprint. Ouais, bah alors, moi j'ai pas le pourcentage de l'ascension, mais on peut imaginer que à peu près 14 kilomètres, vu la courbe, s'ils l'ont mis en deuxième catégorie, c'est que on est à peu près sur du 5-6%. C'est pareil, ouais. Comme je l'ai dit, la plupart des classic men et des sprinter punchers, cette ascension-là, ils vont la passer. Donc en fait, on n'aura eu que deux profils de coureurs qui auront une chance de gagner en 4 jours. 5 si je compte la journée de repos. Mais ouais, en 4 étapes, là, on n'a pas vraiment de variété. C'est littéralement un copier-coller de la troisième et où juste on a coupé 30 kilomètres tout pile. C'est Moi là où je comprends pas, c'est qu'on dirait il y a une recherche d'entre-deux. On est littéralement au bord de la mer. On pouvait faire soit une étape toute plate entre Catanzaro et Cosenza, ou alors faire une étape vraiment petite. Là, on dirait ils savaient pas trop. Ils ont trouvé une ascension vite fait où il fallait passer par là et ils se sont dit ok bon on va essayer d'animer un peu l'étape, mais bon ça va rien changer. Je tiens ma ligne. Ça va encore être un sprint et ce sera pas un petit comité, ce sera un gros comité. Tout le monde sera frais, il y Ouais, aura je une pense journée de aussi, hein. repos. On sera de retour en Italie. Voilà, ce sera la première étape sur le sol italien. Il y en a beaucoup qui vont vouloir la cocher. Donc, Ouais, ouais, c'est clair. Mais tu vas voir que ce schéma, il va se répéter pendant ce Giro, et c'est ça qui me pose problème, ok, oui. c'est le manque d'ingéniosité des organisateurs. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un début de Giro piano, piano. L'étape 5, bon, une première étape qui dépasse les 200 bornes, ça fait plaisir, puisqu'on est sur 204 km entre Praia Amare et Potenza. Première étape de baroudeur de ce Giro. Moi, j'aime bien parce que, à mon avis, ça va être trop difficile pour qu'une équipe de sprinters ait le contrôle. Surtout qu'il y a il y a un beau deuxième catégorie là pour le coup qui m'a l'air assez. Voilà, on est plus sur des pentes à 8-9% à une cinquantaine de bornes de l'arrivée. On a également un départ assez compliqué par un troisième catégorie, ce qui fait que voilà tous les coureurs qui sont frais là, qui ont attendu un petit peu leur tour pour partir. Et puis également beaucoup de coureurs également qui seront encore bien classés au général, je pense, après ces 4 premiers jours, et du coup qui se diront ah tiens si je prends l'échappée là je peux aller chercher le maillot rose. Donc voilà, je pense qu'on peut avoir un premier feu d'artifice, vraiment une longue procession au début pour aller choper l'échappée. Ça peut attaquer pendant très très longtemps et ça peut mettre beaucoup de temps à partir. Et puis effectivement, bah voilà, il va falloir, pour ceux, par exemple, une échappée où tu auras une vingtaine de coureurs, 15-20 coureurs, il y aura des meilleurs grimpeurs, il y aura des meilleurs punchers, il y aura des meilleurs rouleurs. Et ben, quand t'es grimpeur, t'as pas d'autre choix que d'essayer de tout faire exploser à 50 bandes de l'arrivée et essayer de résister aux petits groupes. Si t'es puncher, t'essayes de t'accrocher et dans les petits coups de cul là, à 3 km de l'arrivée, t'essayes d'en mettre une. Et puis voilà, si t'es plutôt baroudeur, endurant, etc., bah voilà, tu vas essayer de piéger tes adversaires sur un peu la partie médiane après le sommet de la bosse là où c'est un peu vallonné. Donc voilà, moi j'aime ce genre d'étape ouverte où ça laisse la place à plein de types de coureurs. Des mecs qui grimpent, des mecs qui sont plutôt des bons baroudeurs, même un bon sprinter qui arriverait à se mettre dans le groupe, il a aussi ses chances. Donc moi, voilà, première étape qui vraiment me fait de l'œil sur ce Giro parce que je sais pas trop ce qui peut se passer et il y a pas mal de coureurs à mon avis qui peuvent essayer de la viser et en plus de l'étape d'aller chercher pourquoi pas le maillot rose. Et je te rejoins, je suis assez d'accord. C'est une belle étape. Dans la longueur, elle est bien dessinée. Donc ça va mettre en avant des qualités d'endurance des coureurs. Et pour gagner cette étape, il faut avoir trois qualités indéniables. De rouler correctement, parce que la première partie est quand même relativement plate, même s'il y a un départ un peu accidenté. Après, il y a quand même cette ascension qui a l'air... Encore une fois, on n'a pas les pourcentages devant nous, hein, mais
ça a l'air d'être très pentu, hein, cette Ouais, ascension ouais. Je crois qu'on est de la sur un 8% Montagna de Grande moyenne environ, di donc Viggiano. c'est une vraie montée de Et quand on voit grimpeurs. la courbe, ouais. Donc là, clairement, ça peut éliminer, mais il faudra aussi être un bon descendeur parce que on le voit à partir de 277 km jusqu'à à peu près 200 km, donc pendant 23 km, c'est en faux plat descendant slash descente. Donc il faudra quand même bien descendre. Donc ouais, elle est bien dessinée, elle est plutôt pas mal. C'est étape 5. Les équipes de sprinters, clairement, de puncher sprinters auront eu des occasions déjà de scorer. Les coureurs du classement généraux et grimpeurs, bon, ce sera pas trop d'actualité. Donc oui, ça peut être sympa pour beaucoup de baroudeurs qui voudraient soit prendre du temps au général, baroudeurs grimpeurs qui savent que ça va être plus compliqué par la suite, ou alors ceux qui voudraient s'offrir le rêve de porter le maillot rose. Donc ouais, celle-ci, c'est la première étape où je me suis dit ah ok, enfin quelque chose d'intéressant et de bien pensé, bien dessiné. Et puis au-delà de ça, cinquième étape, c'est cool, ça arrive tôt. Donc ça veut dire les jambes seront fraîches. Donc en fait, ça peut être une étape où ça attaque de partout sans vraiment réfléchir. Donc ça peut être sympa aussi. Mais heureusement, les organisateurs ils se sont dit ah non, attends une étape ouverte, ah bah non, le lendemain on va remettre une étape un peu chiante, sixième étape qui arrive à Naples, 161 km. Alors je me souviens d'étapes du Giro qui arrivaient à Naples et c'était chouette. Il y avait plein de petites côtes exploitées autour de Naples. Ça faisait un peu étape, tu sais, peut-être pas non plus étape des murs, mais étape avec un peu au final Milan-San Remo, tu vois. Et là, on a une longue procession. C'est du plat, du plat. Et puis voilà, on nous a mis un petit quatrième catégorie, mais à mon avis, vu le peu d'efforts qu'auront à faire les coureurs pendant l'étape, ça va être passé en injection et géré par les équipes de sprinters. Donc oui, il y a ce petit suspense sur les 10 dernières bornes, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé une étape avec trois quatre côtes, même 5 qui s'enchaînent dans les 50 dernières bornes comme on a déjà eu à Naples et où là justement il y a moyen d'user les équipes de sprinters et d'arriver à sortir en puncher dans la dernière bosse. Moi en fait sur Milan-San Remo, ça marche parce que le Poggio arrive après près de 300 bornes de course, tout le monde est cuit, et là, sur des pentes à 4-5%, tu peux t'extraire, mais là, j'y crois pas une seule seconde. Voilà, franchement, l'étape, elle est quand même vraiment pas compliquée, elle est courte en plus, ça va être déjà un quatrième sprint, hein. Ce sera un quatrième sprint et ce qui est énorme avec le Giro, c'est que moi j'étais à Naples il y a quelques années, les organisateurs arrivent à nous trouver un profil qui est complètement plat, alors que la ville de Naples, hormis au bord de la mer, il y a pas un tout le temps. Enfin, il suffit de faire 2 kilomètres, de s'éloigner un petit peu de la mer et ça monte, ça descend de partout. Et puis il y a des vrais pourcentages. Mais non, ils vont nous trouver une espèce de montée trompe-l'œil, un espèce de pont d'autoroute dans Naples pour faire semblant qu'il y a un quatrième catégorie. Et puis au-delà de ça, c'est redondant d'avoir Naples. Et bon, d'avoir toujours les mêmes villes sur les grands tours. Moi, je suis pas forcément fan. Il y avait quand même beaucoup mieux à faire. Et puis, ouais, cette étape-là, c'est une sieste. Et bon, si on fait le compte, il y a une possibilité où un gars a déjà 3 ou 4 victoires en 6 étapes. C'est pas Oui, très emballant de se dire ça quand même. voilà. Bon, après, on a assez dit que les sprinters sur le Tour de France n'étaient plus vraiment respectés. Au moins, on peut pas dire ici que sur le Giro, voilà. Je pense que du coup, la crème de la crème des sprinters sera quand même présent parce que même si la troisième partie du Giro, et encore, on verra, il y a un peu moins d'étapes. En tout cas, ils sont sûrs qu'en début de Giro, ils vont pouvoir briller. Écoute, je vais te laisser la main pour les trois prochaines étapes et je crois qu'on va enfin avoir le sourire sur l'étape 7 parce que là, on a un sacré morceau. Oui, étape 7 où là j'étais ravi déjà. On part de Formia pour aller au Blockhouse, ascension qui nous plaît tous les deux, je pense qu'il plaît Ah à tous les bah, suiveurs. ah On a des bah, luttes absolument exceptionnelles, hein, 2017, je c'était pense à, beau, hein. voilà, Puis 2017, la je pense victoire de Jay à Hindley en ce 2022, bon hein. vieux de On Richie se souvient. Carapaz, Jay Hindley, voilà, on a eu Non, non, des, c'est une magnifique des montée au sacrées Blockhouse. Et ascensions. c'est horrible. C'est très très difficile, clairement. Mais bon, tout d'abord, on va revenir aux bases. 246 km. Et là, bravo, parce que ça, c'est mon Giro. Ça, c'est une vraie étape où on recasse les codes et on dit, voilà, une étape de grand tour, ça doit être long, ça doit être difficile. 246 km. Bon courage parce qu'il va falloir se les taper. Alors, la première partie de l'étape, clairement, elle est relativement plane. Il y a deux, trois tapes cul, mais bon, pas de quoi faire vraiment mal à nos chers grimpeurs.
Et puis au final, le juge de paix, ce sera le blocos. Alors, on pourrait se dire, super, une course de côte. Mais oui, mais c'est une course de côte où ils vont commencer l'ascension. Ils auront déjà fait près de 232 kilomètres. Donc clairement, là, ça va se jouer purement et sûrement sur l'endurance. On sera à mi-mai, donc à tout moment, il risque de pleuvoir, il risque de faire froid. Donc ça peut être super intéressant. Là, pour le coup, je me suis dit, ouais, ça, c'est une vraie étape de montagne, comme j'aime sur le Giro, pour un peu amorcer cette fin de première semaine, une première explication, et puis bah, pas des moindres. Là, pour le coup, je me suis dit, ah, bah, on va avoir des belles choses. Bon, on reverra par la suite. C'est pas forcément top, mais bon, si on se concentre sur cette étape 7, moi, oui, c'est une grande réussite et elle me plaît énormément, cette étape. Oui, bah, c'est tout simplement le premier grand rendez-vous pour les favoris au classement général qui jusqu'à là ont surtout eu la mission de ne pas prendre de cassure, de rester bien placé dans les finaux un peu techniques ou avec des boss. Voilà, enfin, voilà. On est d'accord que jusqu'à là, ils n'auront pas vraiment eu leur occasion pour faire des différences. Et voilà, moi j'aime bien quand le premier rendez-vous, c'est une montée très dure en montée sèche. Et là, c'est ce qu'on a le blocos parce que tout simplement, ça permet de mettre tout le monde à sa place, de créer une hiérarchie dans le classement général et ensuite d'ouvrir la course et justement derrière bah voilà, chacun est à sa place et chacun doit essayer de faire mieux et doit commencer à penser stratégique par rapport aux étapes qui restent. Donc moi j'aime beaucoup le blocos comme tu l'as dit, hein, c'est une montée extrêmement difficile. On est quasi sur des passages à 9-10% la plupart de l'ascension, c'est long, enfin en plus on voit cette route qui serpente au milieu de l'herbe là, enfin et ouais, non, c'est des souvenirs, hein, Thibaut Pinot, Nero Quintana, Tom Dumoulin qui remonte tout le monde là pour aller faire deuxième au blocos, voilà. Donc c'est clair que ça va faire des gros dégâts et au bout de 245 km, bah ouais, voilà, ça c'est une belle étape longue. La course de côté assumée, même si la longueur plus un milieu d'étape assez vallonné va user les organismes, mais en tout cas, voilà, moi je suis un favori, je suis en grande forme, j'essaye de faire très très mal à mes adversaires parce qu'il y a moyen qu'on ait des énormes écarts sur cette ascension. En tout cas, au soir de cette étape 7, le Giro sera bel et bien lancé et chacun sera à sa place au classement général. Donc je valide, c'est une de mes étapes préférées et c'est très bien qu'elle arrive en fin de première semaine. Tout à fait, tout à fait. Bon, les grimpeurs, on peut déjà un peu les ranger à nouveau, puisque huitième étape, on aura à nouveau une étape courte quand même, entre Chieti et Fermo. Une étape pour puncher, Ouais, pour clairement. Puncher, après ils en auront pas tant que ça, hein. Ils en auront pas tant que ça, et ça, c'est plutôt pas mal. J'avoue que ça m'a surpris d'avoir pas une étape comme ça plus tôt, en fait, dans la première semaine, connaissant le Giro, mais au moins on en a une. Donc ça c'est plutôt pas mal. Cette étape-là aussi, franchement, elle me plaît et on verra hein, sur l'ensemble du week-end. Voilà, c'est bon, c'est un peu décrescendo au niveau de plaisir, mais celle-ci est plutôt pas mal quand même. Il y a deux trois, il y a un final quand même qui est casse-pattes sans vraiment être hyper difficile. Ce qui m'inquiète, ceci dit, c'est les pourcentages des deux côtes Ah, à moi la je pense fin pas que qui ce ont soit pas l'air extrême, hein. Non, non, non. qui ont pas l'air extrêmes. Et là où j'ai peur, c'est je me dis bah oui, étape pour puncher certes, mais à tout moment, bah les punchers sprinters qu'on a déjà vus sur les 5 6 premiers jours, et bah ils seront de retour et ils auront à nouveau une occasion de briller. Je pense que le final aurait pu être un petit peu plus difficile. En fait, typiquement, c'est presque si on aurait pu inverser en fait ces deux côtes de quatrième catégorie avec les deux de 3 et quatrième catégorie qu'on a en fait en prélude de ce final, donc le Montefiore d'Asso et le Monte Rubiano. Voilà, ça aurait peut-être été plus intéressant, un petit peu plus long, plus difficile. Bon, cette étape-là est pas mal, mais elle me transcende pas non plus parce que ouais, j'ai cette crainte des pushers sprinters à nouveau qui chippent le bouquet. Je sais pas ce que t'en penses, Ah, toi, j'y crois un peu là-dessus. moins là, j'avoue que avec les quatre côtes quand même à la suite. Puis là pour le coup, voilà, on arrive vraiment en boss, donc non, non, j'ai un peu plus de mal, surtout après une étape aussi longue et aussi difficile la veille. Je pense que les sprinters, ils seront contents de trouver un peu de repos. Donc moi, je crois vraiment que c'est, enfin en fait, l'étape me plaît bien en tant que telle parce que voilà, il en faut des étapes pour puncher. Maintenant, placé là, franchement.
Enfin, cette étape, elle aurait mérité d'être dans les 4-5 premières étapes du Giro, mais qu'est-ce que tu mets ça le lendemain du Blocos? Le lendemain du Blocos, il fallait Tout nous à mettre fait. une étape difficile et ouverte, où ça partait en col dès le début, où les perdants de la veille ils pouvaient se lancer, parce qu'il y en aura énormément des perdants de la veille. Et pour moi, quand tu as une étape vraiment dure qui se termine en arrivée en altitude, le lendemain, il faut une étape ouverte pour les favoris, où tu peux prendre ta revanche, où tu peux monter des stratégies. Tu sais que tu as été moins fort sur une montée sèche, bah, sauf que là, bah, en fait, non, tu as vu que tu étais moins fort, mais tu vas attendre encore quelques jours. Puis d'ailleurs, tu feras bien gaffe à pas te prendre une cassure, vu que tu as été en difficulté la veille dans la montée finale. Et puis voilà, enfin, ce début d'étape, il laisse aucune chance aux baroudeurs, hein. Le peloton, il va facilement contrôler. Donc, c'est un peu dommage. L'étape me plaît bien, mais l'agencement est pas fou. J'aurais préféré une étape de montagne ouverte ou une étape de moyenne montagne très dynamique à une étape comme ça où on sait que le peloton va pouvoir contrôler et que les meilleurs punchers à l'arrivée. Ouais, voilà. Là, ça me plaît pas trop cet agencement. Enfin, on se demande ce qu'elle fait là alors qu'elle aurait été parfaite. Elle aurait été parfaite en quatrième, 5 ou 6e étape. Voilà, à la place de l'étape de Naples, tu mettais ça, on était tous très contents. Ça aurait mis un peu de suspense, tu vois, à la veille du blocos, en se disant, ah, lui, il a perdu 2 secondes au punch, on verra au blocos. Mais là, le lendemain, bon, pas tellement d'intérêt, même si en tant que tel, tu la vois, tu dis, bon, c'est une belle étape de puncher. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, elle avait sa place bien plus tôt dans le Giro. Tu demandais une étape de moyenne montagne ou de montagne dynamique, eh Aïe, aïe, bien, aïe. les organisateurs ne t'ont pas du tout écouté dans cette neuvième étape entre Cervia et le Corno Scalé. Alors, il nous justifie cette étape par un hommage à Gilberto Simoni et une victoire en 2004. Super, les gars, mais c'est pas ce qu'on demandait. Donc on a encore une course de côte. Alors là, c'est difficile de faire plus plat quand même les 100 premiers kilomètres. Il faut quand même applaudir les organisateurs. Avant, l'ascension de moyenne montagne, celle-là pour le coup j'ai les pourcentages, de 12,8 km à 5,9% Oui, il y a le en dernier escalier, kilomètre, quoi, de c'est ça. quoi faire, de faire absolument aucun écart. Ah, dans le C'est dernier une étape kilomètre au qui punch. sera, ouais, dans le dernier kilomètre, super, Il est au dur, je crois, il punch. est à quoi, 10% le dernier kilomètre. Ouais, le dernier kilomètre est quand même Mais bon, c'est pas ce assez qu'on redoutable, attend hein, mais après bon, avoir déjà vu le blocos, voilà. quoi. Et surtout en fin de première semaine, la dernière étape d'une première semaine, on s'attend à quand même quelque chose d'autre pour suivre le blocos. Moi aussi, je m'attendais à une étape dynamique qui avait quand même de quoi faire beaucoup mieux, hein. On est dans une zone en Italie où on est quand même pas mal de massifs, hein, c'est très montagneux. Mais non, ils en ont décidé autrement. C'est une étape où je vais être très critique. Elle ne sert à rien. Elle n'apporte rien, hormis aux baroudeurs grimpeurs qui peut-être auront une occasion de remporter une victoire. Là, effectivement, c'est le seul point d'intérêt. En tout cas, moi, je suis sprinter, je suis content. J'ai pas du tout à. Je peux me mettre dans le groupe Eto à partir du 160e kilomètre. Sur 184 km, j'ai que 24 km à faire avec minimum de dents sur la cassette, c'est magnifique. Non, mais franchement, ça sert à rien cette étape. Ça m'a déçu et au moins ça a annoncé la couleur de... Ouais, bah écoute, assez d'accord avec toi. Cette étape, voilà, c'est le reflet même de ce Giro. Elle n'a pas d'âme. Voilà, c'est une étape finalement de plaine avec arrivée en côte, mais bon, c'est très très décevant. Effectivement, une montée comme ça, seul le dernier kilomètre et demi à 9-10% pourra vraiment faire des écarts, donc ça se fera au punch, mais les écarts seront minimes, donc bon, voilà, c'est assez décevant. Il y aura vraiment une seule grande bataille pour le classement général en première semaine, et puis sinon, on aura des étapes qui se ressemblent beaucoup avec au moins 4 ou 5 sprints, plus une étape cadenassée pour les punchers. Donc il y a une belle étape ouverte qui est la cinquième, et puis le bloco, ça se met sous la dent. Voilà, c'est bon résumé de la première semaine. C'est un bon résumé. J'ai utilisé le terme pathétique, mais c'est plus tragique en fait. Ou c'est triste pour le Giro parce qu'en fait, à part deux étapes, on peut allumer la télé seulement dans les 10 derniers kilomètres. Je sais pas s'ils veulent se faire de la pub comme ça, mais alors certes, il y a l'adage des coureurs font la course, mais avec des profils comme la troisième étape, celle de Naples. Bon, ça va En tout cas, être on les aide pas compliqué beaucoup à faire la de course. faire Voilà. la course, hein. Ouais, ouais. Et On bah les aide écoute. pas et on va enchaîner avec cette deuxième semaine. Je te passe le relais. Effectivement, donc journée de repos et on arrivera le mardi 19 mai sur,
Bah finalement un truc qu'on aime bien, c'est-à-dire un contre-la-montre. Voilà, pour démarrer la deuxième semaine, il y aura eu des battus, il y aura eu des gars qui roulent bien, mais peut-être qui auront explosé dans le blockhouse et qui pourront se rattraper un chrono. Alors là, pour pur rouleur. Et ça, on aime 40 km tout pile. Voilà, c'est du plat et encore du plat, un chrono voilà, pour les machines à rouler. Et attention aux purs grimpeurs parce que là, ils pourront prendre cher sur ce profil. Moi, j'aime bien. On démarre tout de suite la deuxième semaine par ça. En plus, après une journée de repos, il y en aura qui auront peut-être du mal à redémarrer sur ce chrono et qui pourront peut-être prendre cher. Donc voilà, je le trouve plutôt bien placé et j'aime qu'on mette en avant les rouleurs, ce qui n'est pas du tout le cas sur le Tour de France. Donc je pense que Filippo Ganna ou Joshua Tarling, on les verra sur ce Giro. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ce chrono-là. Voilà, je le trouve bien placé, je le trouve bon. On aurait pu encore rajouter 5-10 km, mais on sait que dans l'ère moderne, maintenant, il faut se contenter de 40 km tout plat pour être heureux. Donc voilà, j'aime bien qu'il soit placé ici. Alors, moi, j'ai un truc à dire sur ce chrono entre Viareggio et Massa. Bon, au moins, ils se sont pas pris la tête. On est juste à côté de Lido di Camaiore, qu'on connaît bien quand même, sur Tirreno. Moi, il y a un truc qui me plaît pas dans ce chrono, c'est cette espèce de départ un peu technique, un peu incompréhensible, que je comprends pas trop, honnêtement, où on fait un peu un tour dans la ville de Viareggio pour sortir. Et alors, le truc que j'ai pas compris quand ils ont montré le profil, c'est quand on arrive à Massa, il y a un espèce de pif-paf incompréhensible. On dirait comme quand tu fais ta sortie le dimanche matin et que tu prends à droite sans faire exprès, que tu reprends à gauche et en fait tu reprends la route que tu avais de base. Bah, c'est exactement ça l'arrivée à Massa. Et alors là, j'ai pas très bien compris pourquoi ils ont fait ça, si ce n'est pour faire comme sur Strava quand tu as 39 km sur ta sortie, tu fais quelques mètres en boucle en rond et là tu peux dire ah j'ai fait 40 km. Voilà, c'est le seul truc qui me déplaît sur ce chrono, c'est un peu le côté incompréhensible, surtout du final. Sinon, oui, 40 km, c'est très très bien. C'est tout plat, c'est pour pur rouleur. Et oui, là, effectivement, bon, c'est en opposition avec le Tour de France. C'est une réponse un peu au France, je trouve. C'est pas mal. L'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est en lendemain de journée. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'on a une semaine qui n'est pas du tout usante. Donc, je vois pas comment avoir une énorme craquante en début de semaine. Mais on sait jamais. Ouais, ouais, mais mine de rien, tu sais, il y a toujours des mecs qui ont un peu de mal à remettre en route et attention parce que ça peut quand même coûter sur ce Giro et au moins là, voilà, tes grimpeurs, faudra limiter, c'est pas un faux chrono avec une grosse montée au milieu, donc moi j'aime plutôt, j'aime qu'il soit là parce qu'il va encore un peu plus ouvrir la course après cette étape du blockhouse, donc voilà, je préfère ça plutôt que on mette un chrono en dernière étape et les grimpeurs se disent ouais, de toute façon je vais le réussir mon chrono et du coup je prends moins de risques en montagne. Là ça y est, vraiment les écarts entre les favoris ils seront faits et faudra essayer de les combler même si ce sera pas tout de suite puisque cette deuxième semaine est plutôt orientée sprinter baroudeur que vraiment pour les favoris du général et c'est encore dommage. Voilà, après un chrono comme ça, moi j'aurais bien voulu, même si l'étape est belle, hein, même si l'étape qui arrive est quand même sympa, j'aurais voulu une nouvelle explication au classement général avec une belle étape de montagne un peu ouverte, 3-4 cols, ça monte, ça descend. Voilà, le lendemain du chrono, il y aura eu des battus et il y en aurait qui auraient voulu se venger, mais non, ce serait une étape pour baroudeur grimpeur entre Porcari et Chiavari. Donc une belle étape de quasi 200 bornes. Un petit regret sur cette étape, c'est encore ce départ tout plat. Voilà, les 90 km tout plat. Moi, j'aime bien les départs en côte, ça explose de partout. À la fin, ceux qui se retrouvent dans l'échappée, c'est ceux qui auraient été les plus forts. Et en plus, ensuite, dans l'échappée, ils sont un peu épuisés et ça donne des belles batailles. Bah voilà, ça va être compliqué de sortir. Peut-être que ça sortira pas avant le kilomètre 78, là, avant cette petite bosse. Ensuite, clairement, ouais, voilà, ce sera un groupe d'échappés qui sera devant. Je pense pas que les favoris se jouent quelque chose parce que la montée à la fin, c'est un troisième catégorie. Voilà, on est une étape encore une fois assez ouverte. Faudra savoir grimper, mais c'est pas non plus des montées insurmontables. Donc voilà, tu vois, étape typique pour des mecs comme qui ressemblent un peu peut-être un peu moins dur quand même à celle que Luc Plapp a gagné cette année. Ou voilà, des mecs comme ça en tout cas habitués
à des belles échappées dans des étapes comme ça. Et voilà, la belle étape de baroudeur grimpeur, mais qui manque d'un départ un peu plus musclé. Tout à fait. Encore un départ tout plat. C'est bon. Moi, je me suis amusé à compter, hein, mais quand même, c'est le septième départ tout plat en 11 étapes. Si on accepte le C'est chrono, pas fini, ça hein, fait c'est 7 pas sur fini. 10. C'est pas fini, mais bon, moi je suis puncher et je suis un petit gabarit. Mais comment je pars? Comment je pars dans cette étape? C'est ça le problème. Enfin, en plus, on est dans une région où c'est assez venteux. On est au bord de la mer, donc ça va être vraiment. Enfin, ça. Moi cette étape sur le papier, en fait, elle me plaît, mais dans sa conception et son agencement, j'ai l'impression que, tu vois, si on colle tout ce que je voudrais, il manque un truc, il manque un autre truc, il manque un troisième truc. Euh, le point positif, c'est que c'est quand même bien trouvé ces dernières ascensions. Elles sont bien trouvées. Ça rend l'étape, je trouve, dynamique. Mais le problème, c'est que, en général, 11e, 12e étape, le Giro nous habitue à avoir des étapes un peu chantier, un peu casse-pattes. C'est même parfois la traditionnelle étape des murs entre la 11e et la 14e étape. Bah, là, il y a pas vraiment, en fait. C'est, c'est sensiblement le même final qu'on aura eu à Fermo, mais en plus difficile, en plus pentu. Il y avait quand même mieux à faire sur cette étape. Et écoute, les étapes des enfers se prolongent puisque l'étape 12, Oui. voilà, bon bah sprint massif, hein, je pense. On nous a mis deux troisième catégories au milieu d'étape, mais honnêtement, sinon c'est plat, un départ encore plat, une arrivée sur du plat. Donc bon, moi, je vais pas perdre de temps, hein, à l'arrivée à Novi Ligure, voilà, une étape de sprint. Non, mais franchement, là, les organisateurs nous font une petite blague Attends, quand c'est pas même. fini, il y a le lendemain Parce, après, hein. parce que là, franchement, c'est vraiment une blague, cette étape-là. Parce que, mais pourquoi en fait? Moi, je me suis dit pourquoi? Je comprends pas, hein. C'est quoi l'idée de cette étape-là? C'est histoire de redonner encore 12 000 chances aux sprinters. Alors effectivement, je vais prendre le relais, on va enchaîner parce qu'on va continuer vraiment à faire avec quelque chose qui est similaire, c'est la 13e étape entre Alessandria et Verbania parce que on n'a pas assez mangé de sprint massif et de départ tout plat. Ils nous en remettent un au bout d'une étape de 186 km où, oui, il y a des ascensions, mais elles sont hyper anecdotiques dans le final. C'est un peu la côte que tu trouves et tu dis, ah, on sait jamais. Peut-être qu'il y a un sprinter qui va se faire piéger et qui va pas passer. Malheureusement, on est en 2025, il n'y a plus aucun sprinter, hormis Dylan Groenewegen, qui se fait piéger Ah, Tim dans ce genre Merlier, de côte. il galère un peu quand même quand Oui, Tim ça. Merlier. Tim Voilà. Merlier, c'est vrai. Tim Merlier, c'est vrai à la limite. Mais c'est Mais vrai que sinon, ça va se passer en injection, hein. Mais on essaye voilà, d'imiter Milan-San Remo, mais sans la longueur de Milan-San Remo. Du coup, ça peut pas marcher. oui, c'est ça. Alors, en plus, on est dans la zone, hein. On est dans la zone de Milan-San Remo. Tout ce qui est Novi Ligure, Verbania, vraiment, on n'est pas loin. Mais il y a pas cette idée-là, en fait. C'est mal fait, c'est mal pensé, c'est du copier-coller. Moi, on me dit que la 12e, 13e étape, en fait, on la colle, ça fait un Milan-San Remo, mais un peu rabiboché. Vraiment, voilà. On va pas passer 15 000 ans dessus. Et puis, bon, après, on reprend un peu des couleurs, quand même. On va passer à la 14e étape, où là, on va un petit peu plus s'attarder. Allez. Entre Aoste et Pila, 133 km, avec un départ en ascension sur le terrible col de Saint-Barthélemy. Celui-là, il va falloir vraiment s'être chauffé sur les rouleaux et timu avant parce que ça va envoyer du bois. Avant des petites ascensions intermédiaires, donc la montée vers Douai, du Lin Noir et de Vergogne. Et puis derrière, la montée finale vers Pila. Waouh, ça c'est quand même ça a l'air d'être long. Je sais pas à quel point les pourcentages sont difficiles, mais on est quand même sur 7 km d'ascension. Là où ça me plaît, On est c'est que sur c'est une étape qui est courte. 16,6 km à 7,1%. Et assez régulier. Ouais, donc c'est régulier, mais ça reste difficile quand même. Oui, 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 tout à fait. 16,6 Surtout après c'est autant bon. de cols avant. Donc, effectivement. Tout à fait. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que là, on a un départ
d'un col qui est vraiment terrible. Est-ce que le milieu d'étape aurait pu être plus difficile? Je pense pas. Je pense que c'est plutôt intéressant. Cette étape, elle est courte, elle est hyper dynamique. Là, ça peut être intéressant. Le... En fait, on va le voir après. Mais moi, je l'aurais, par exemple, une étape comme ça, suivie ou précédée d'une étape avec une étape longue et avec un plus difficile, ça aurait été très intéressant. On va s'attarder d'abord sur celle-ci, mais bon, en fait, cette étape-là, elle est très très bien, mais elle est perdue un peu. Oui, elle est au On milieu de sait nulle pas part. pourquoi elle Elle est arrive d'un coup. magnifique, hein. Je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup. On est seulement à la deuxième étape de montagne, hein, l'étape 14, mais par contre, quelle étape voilà, il faudra vraiment être endurant. Alors, le kilométrage est un petit peu ridicule, hein. Ils auraient pu rajouter quand même au moins une bonne heure de course en plus. Ça, c'est un peu dommage. Mais après, elle est très très dynamique. Mais tu vois, ce genre d'étape, c'est bien. Mais après, une grosse étape longue la veille de plus de 200 bornes. Et là, tu fais une Tout à étape de fait. dynamique de 133 bornes. C'est comme, tu vois, je me souviens du Galibier en 2011 sur le Tour de France, étape très très longue, avec des longs cols. Et le lendemain, ils avaient fait une putain d'étape de l'Alpe d'Huez, qui est légendaire d'ailleurs, où ça part avec Contador et Schleck dès les 2 premiers kilomètres du Télégraphe. Et voilà, ça devait dû faire 90 bornes. Mais ça, c'est une formule qui marche, l'étape de montagne très longue et ensuite l'étape courte dynamique. Mais là, celle-là est au milieu de nulle part. Alors, ce sera une très belle étape. De tous les cas, il n'y a pas trop de choix. Il y aura eu un chrono avant, donc il y aura qui auront du temps à rattraper. Il y aura déjà des coureurs qui auront mal débuté leur première semaine et perdu du temps au blockhouse. Donc voilà. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'étape difficile avant, je pense que voilà, il n'y a aucun favori qui partira dès le Saint-Barthélemy, même si je pense que ça va quand même exploser parce qu'il y a beaucoup de baroudeurs grimpeurs qui auront rongé leurs freins pendant beaucoup de jours et qui vont tenter de partir à ce moment-là. Donc voilà, c'est une belle étape, mais c'est dommage qu'elle soit isolée. Et quand je vois ce qui se passe le lendemain, franchement, ça me dépite encore plus. Pense, possiblement la pire Ah, étape de c'est une ce honte, c'est Giro. une honte. Un dimanche en plus, un dimanche après une étape de Un montagne. dimanche entre Voghera et Milano. Alors, au-delà du fait que c'est la classique Giro étape 0 mètre de D+, tout plat, on ne sait pas pourquoi elle est là, Avant on ne une sait pas journée ce de qu'elle vient repos, faire. mais c'est honteux. Je pense C'est qu'il y a un honteux. contrat qui a été signé avec la ville de Milan. Je vois pas autrement, parce qu'en plus, c'est une étape en circuit, ça ne sert à... En fait, on est quoi? On est à la 21e étape? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça vient faire là, cette étape? Elle ne sert à rien, elle n'apporte rien, elle est hyper courte en plus, 136 km, alors qu'on a une étape la veille de 133 km. Bon, on est peut-être sur une épreuve U23, je sais pas. Oh Mais là les là, mais comme sprinteurs tu vont l'as se dit, oui, régaler, hein, vont se régaler. mais c'est Mais un en fait, scandale de mettre une encore étape une fois, pareille hein, un dimanche. mais surtout pour moi, ces étapes-là sur le Giro, souvent, elles ont l'utilité d'être des étapes intermédiaires pour relier un peu deux zones intéressantes. Mais là, tu es le lendemain d'une étape de montagne qui aurait été seulement la deuxième, arrivée en altitude. C'était encore l'occasion de mettre une belle étape dynamique, etc. Mais tu mets ça, et surtout la veille de la deuxième journée de repos, les coureurs commencent à être fatigués. Donc mets une étape difficile pour jouer sur cette fatigue. Et puis en plus, ils vont se dire, bah, c'est journée de repos le lendemain. Là, je peux vraiment me lâcher aujourd'hui parce que je sais que demain, c'est... Mais non, non, c'est incompréhensible. C'est une honte. Franchement, ça me déprime et c'est une honte d'avoir fait ça. C'est incompréhensible. Franchement, c'est très très moche. Cette deuxième semaine, elle est la première semaine est quand même pas folichonne, mais alors cette deuxième semaine, il y a une étape de montagne, un chrono, une étape pour baroudeur et 3 étapes pour sprinter. Et surtout un agencement, mais ouais, c'est à chier. Désolé de dire comme ça, c'est à chier. Non, c'est un carton rouge, c'est une honte. Voilà, Moroveni dehors, parce que franchement, d'avoir fait un truc comme ça, c'est trop moche. Tu vois, j'étais vraiment dégoûté du parcours avant qu'on en parle, mais maintenant ça me met en colère tellement c'est pas possible qu'on fasse ça. Ouais, non, mais là, c'est. Ouais, j'ai pas plus de superlatifs. Tes mots sont assez forts et assez justes. Ça tourne même cette deuxième semaine au ridicule, en fait. C'est un peu, on prend les mêmes étapes que la semaine et puis on mélange les dés et on fout ça n'importe comment dans la deuxième semaine et puis on prie que les coureurs fassent la course parce que en fait cette deuxième semaine au niveau de l'animation pour le classement général, tout repose sur cette étape dans la vallée d'Aoste où en plus c'est pas garanti qu'on n'ait pas une étape qui soit escamotée. Hein. Quand on est en Italie, on est donc, à l'arrière-pays des Alpes. À tout moment, il pleut, il y a de la neige et voilà. Cette deuxième semaine, elle est encore plus catastrophique qu'elle ne l'est Mm. déjà sur le papier. Mais
cette étape vers Milan. Mais alors, je comprends cette espèce de running gag du Giro de chaque année nous pondre une étape pourrie tout plat. Mais d'habitude, ils ont au moins la décence de faire que cette étape dure 200 km et Mais qu'elle soit oui, et puis en fait, en première semaine si ça a ou au une début de deuxième logique, semaine. Oui, si elle voilà. est là pour faire une transition, ça me dérange pas. Mais Euh, là, il y a, non, Relis non, et quoi là? surtout une veille de journée de repos, un week-end. Non, oh, ouais, vas-y. Écoute, on va passer à la suite parce que franchement, la suite me déprime aussi. Hein, donc, écoute, Après, c'est la écoute, suite parce qu'effectivement là, aïe, c'est aïe, aïe. Bon, ravale ton vomi, on en a encore à, étape on en a 16. encore à Alors, donner. étape 16. Voilà, une étape Waouh, de waouh. 113 kilomètres. Donc maintenant, Et oui, on est sur le c'est Giro le U23. Giro Next Gen. C'est même le Giro Next Gen, c'est plus dur que ça. Donc, alors je sais bien que la montée vers Carré, on l'avait vu l'année dernière c'est l'année dernière sur le Tour de Suisse, hein, où tu as un numéro d'Almeida et d'Adaniet. C'est une montée difficile. Hein. On est sur du 8% de moyenne. Donc c'est un vrai col hors catégorie. Une montée de 12 bornes, 8%. Ça va faire des gros dégâts. Mais une étape de 113 bornes, et puis surtout, c'est encore une fois une étape ultra fermée. Le milieu d'étape, c'est quoi? Oui, t'as des deuxièmes catégories. Mais il n'y a rien de compliqué. L'étape fait 113 bornes. Une étape de 113 bornes, ok, il peut y en avoir. Mais il faut mettre ça le lendemain d'une étape qui a fait très mal, pas le lendemain d'une journée de repos où tout le monde a pu refaire les niveaux. Et puis surtout, quand tu fais une étape courte, tu fais une étape dynamique où tu dis, ok, je peux partir à 90 bornes parce que l'étape est hyper courte, je suis frais. Mais là, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est une étape vide et à la fin avec une course de côte, voilà, une nouvelle course de côte. Je te laisse en parler parce que franchement, ça me déprime. Oui, la montée est dure à la fin, mais c'est tout et c'est indigne de ce que c'est faire le Giro en troisième semaine, franchement. On ouvre cette troisième semaine effectivement avec une étape digne du Giro U23. Et alors franchement, c'est fort de proposer quelque chose comme ça, surtout quand on arrive en Suisse quand même. Alors, on est sur un des pays les plus montagneux d'Europe et du monde et ils arrivent à nous pondre un truc pareil. Franchement, c'est très très fort. Le dynamisme en question de cette étape repose sur un anecdotique tour de circuit entre Torre et Leontica, parce que oui, on a quand même un tour de circuit qui est au milieu de l'étape et on ne sait pas pourquoi il est là. Je sais apporter quoi en fait. Je j'ai pas très bien compris à quoi il sert. Et puis oui, alors la montée finale, effectivement, c'était sympa, hein, le numéro Almeida de l'année dernière, non, il y a 2 ans, sur le Tour de Suisse. Euh, je vois pas l'idée de cette étape-là. C'est Mais il n'y en a pas départ d'idée, tout plat. y a rien, il y a Encore rien, il y a une rien, il y a pas arrivée en côte. d'inspiration, il y a pas d'âme, franchement. Vraiment, là, c'est. Moi, je suis encouragé, je peux aller en boîte de nuit hein, pendant ce Giro. Il n'y a pas de souci au niveau de la Mais récup. je te dis, Là, ils font ça pour faire venir des top coureurs et se dire qu'ils pourront faire le doublé avec le Tour. Je vois pas ah d'autre bah, il n'y a plus besoin de explication. faire les stages Jacques Alpé. Hein. Ils peuvent aller sur Non, le Giro. mais enfin, alors évidemment, il y a des montées qui sont dures, mais c'est pas normal. Et alors, ce qui suit, C'est indigne franchement, du Giro, en tout cas. C'est indigne de ce que ce peut qui le suit, c'est Giro nous indigne proposer. d'une Quand même. troisième semaine, l'étape 17. Alors, une étape de 200 km, là, on retrouve un kilométrage assez décent. Mais Ouais, c'est quoi cette étape encore? Enfin, c'est pas très difficile quand même. Enfin, là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors oui, il y a une arrivée en côte c'est quoi? C'est 3 kilomètres c'est une bosse de troisième catégorie. Non, mais enfin, c'est une étape que tu mets en première semaine pour que Mathieu Van Der Poel y gagne, ça. Et c'est pareil pour sortir les 50 les 50 premiers kilomètres, c'est tout plat. Alors oui, ça va sûrement sortir dans un des deux troisième catégories, mais c'est une étape pour Matej Mohoric, ça, voilà. Mais pour l'instant, pour le classement général, on en a eu un chrono et 3 étapes de montagne, dont 2 étapes où il n'y a pas d'enchaînement de col, où c'est vraiment une arrivée au sommet. Voilà, il y a une belle étape au milieu de ça. Et on nous pond ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais alors oui, c'est une belle étape de baroudeur, mais il y a eu trop peu pour le classement général pour que tu mettes ça maintenant. Mais il y a eu trop peu. Et puis, franchement, ce qui vient derrière, les étapes de transition, ça va 2 minutes. Hein, les Rangers Sprinter, on en a déjà eu. C'est largement suffisant. Le pire dans tout ça, c'est que on arrive à Andalo, on est dans la région du Trentin. C'est là où en fait ça me pose problème. On arrive dans des régions de fou niveau col, niveau massif, et les mecs nous pondent 200 km anecdotiques où on a l'impression que c'est tout plat. Là j'ai l'impression, je regarde l'étape,
C'est quoi l'étape c'est entre Angers et Châteauroux peut-être? Je comprends pas. C'est vraiment cette étape-là. C'est ouais super. Et puis même euh, plus généralement pour jouer avec le meilleur grimpeur, ça va être sympa niveau amusement sur ce Giro. On va vraiment ça va être âpre, hein. Mais ce C'est moche, final-là, c'est il est moche. intéressant. C'est en fait l'ascension en plus, elle a l'air très roulante quand même, hein, qui va vers Andalo. Le départ, encore une énième fois, il est plus que plat. En fait, sur ce Giro, faut avoir des grosses cuisses, hein, sinon t'es mort, c'est pas possible. Et puis voilà, moi ce qui me pose problème, c'est que c'est une espèce d'étape, encore une fois, une espèce de baroudeur, puncher sprinter. Alors oui, on en met une, mais là je vais te laisser enchaîner, mais on n'en met pas deux. Ouais, c'est horrible ce qui se passe parce que le lendemain, tu as une étape de sprint. Voilà, c'est rien de plus à dire, c'est plat. Alors oui, t'as l'impression que c'est un peu vallonné, mais c'est même pas des côtes répertoriées. J'ai l'impression que les côtes répertoriées, elles sont moins dures que... Enfin, je sais pas comment ils ont dessiné cette étape. T'as un petit quatrième catégorie pour un petit mur là. Voilà, alors celui-là, il a l'air assez... Alors il a l'air très court, mais pentu. S'il est appelé Moreau, je pense pas que c'est pour rien. Donc, mais encore une fois... Non, j'ai rien de plus à dire que c'est décevant pour une troisième semaine. C'est ceux qui étaient à l'avant la veille, ils le seront peut-être encore le lendemain, mais à mon avis, ça va arriver au sprint, ou alors il y aura un puncher qu'on aura déjà vu qui va. En fait, encore une fois, c'est une étape facile à contrôler. C'est une étape facile à contrôler. C'est toute sa partie médiane là, c'est pas difficile et du coup, bah voilà, et moi je veux des étapes qui soient incontrôlables par les équipes et sur ce Giro, c'est le plus gros problème finalement. C'est pas c'est très facile à contrôler, ça c'est un énorme problème donc ouais, encore une déception. Franchement, il y a vraiment rien qui me hype là, hein. Encore une déception, et c'est là où je reviens sur cette 17e étape. T'en mets une, mais t'en mets pas deux. Là, ça sert à quoi de mettre deux étapes, une étape de transition et une étape pour sprint suivie, en fait. Ça ne sert strictement à rien. Cette étape de sprint, encore, je trouve qu'elle fait sens dans le sens où ça respecte un ADN Giro d'avoir une sprint en toute fin. Typiquement, en général, d'ailleurs, c'est la 18e étape. Moi, je sais que ça m'amuse de l'appeler un peu la dernière chance. C'est souvent l'étape des Alberto Dainese, ce mec-là qui, tu sais pas comment, il retrouve un second souffle et il la gagne, cette étape-là. Elle fait sens. Moi, vraiment, ce qui me pose plus problème, c'est cette 17e étape. Et en fait, ça gâche du coup par conséquent la 18e, parce que la 18e, oui, alors sur le profil, t'as l'impression que c'est une étape casse-pattes, mais pas du tout. Franchement, moi, je suis équipier de sprinter, mais je me régale. Je suis super content, hein. Je vais contrôler de manière assez simple. Et puis, au-delà de ça, le kilométrage, 167 km, on retombe encore une fois dans des étapes assez courtes. Ce qui est assez dingue, c'est qu'on a des... Enfin, on commence fort ce Giro avec des étapes qui frôlent et voire qui dépassent les 200 km. Et puis, alors là, il n'y a plus une étape, il y en a une qui atteint par miracle 200 km. Fausse étape casse-pattes vers Andalo. Et ouais, voilà, il y a cette étape vers Pieve di Soligo. Et puis, est-ce que ça s'arrange? Je sais pas vraiment. Parce que je vais reprendre le relais. On va partir pour le bouquet final, qui normalement est censé être habituellement le feu d'artifice, l'horreur de tous les coureurs, la fin de troisième semaine de ce Giro. Et on commence par une 19e étape entre Feltré et Alleghe. Précisément, on arrivera en haut du Piani di Pezze, 151 km. Alors là, c'est quand même assez exceptionnel parce que on reviendra sur la 20e étape, mais ils ont réussi à se gourer dans l'agencement des étapes. Ils ont réussi à mettre l'étape courte avant l'étape longue. Ça, c'est quand même très solide de leur part, franchement. Alors oui, sur le papier, c'est quand même une belle étape. Il y a le Passo Duran, le Coi, le Forcella Staulanza, le Passo Oh, c'est Gio, la plus belle, hein, je le pense, Passo franchement. Falzarego. Elle est très très bien dessinée. Ça, il y a aucun souci. Mais encore une fois, l'agencement. Mais genre, c'est compliqué de réfléchir 2 secondes et de comprendre qu'une étape courte et dynamique, ça doit être après une étape longue, comme on l'évoque depuis le début de cette émission. Là, c'est encore une fois, c'est un carton jaune très rangé. Parce
que sur le papier, cette étape-là, elle est magnifique. C'est peut-être même la deuxième étape de montagne que je préfère. En plus, il y a le redoutable Passo Gio, il y a une longue descente et une arrivée un petit peu plus courte, donc ça nous fait penser évidemment à l'enchaînement Mortirolo-Aprica, qu'on ne connaît que trop bien. Franchement, elle est géniale cette étape-là. Moi, je vais d'abord demander ton avis avant que je râle sur la 20e et avant-dernière étape. Oui, bah, en même temps, c'est pas très dur. Oui, évidemment que c'est pour moi la plus belle étape de ce Giro, même si, du coup, vu que, voilà, enfin, en fait, finalement, je me dis, ils auraient pu carrément en faire une étape comme ça, de 200 bornes avec un col en plus, quitte à assumer l'effet, voilà, étape reine, c'est l'étape reine de toute façon. Là où, finalement, ça me dérange moins que ce soit pas en dernière étape de montagne, c'est que je me dis qu'il y a tellement eu peu avant qu'il y a des coureurs en plus qui seront pas assez punchy, qui savent que c'est sur une course d'usure qu'ils peuvent y aller. Et je pense que le Passo Gio, dans tous les cas, ça fera la différence. C'est tellement dur. Les cols d'avant, ils auront fait déjà très mal. Et je pense que dans tous les cas, ils attendront pas la dernière ascension de Pian di Pezze pour y aller. Sinon, il y en a qui sont battus parce que dès que tu es un grimpeur pas punchy, je me dis, je suis Carlos Rodriguez, je suis sur ce Giro, faut que je parte dans le Passo Gio. Voilà. En plus, pour une fois, les qualités de descendeur des coureurs seront mises également en avant. Voilà, il faudra bien descendre, il suffit qu'il se fasse un petit peu moche, etc. Donc que les routes soient mouillées. On n'espère pas d'annulation, effectivement, mais non, mais sinon, c'est une belle étape dynamique et je pense que ça partira de loin. Je pense qu'il y aura eu trop peu avant pour que ça ne parte pas de loin et pour que les coureurs attendent, parce que le lendemain, c'est pas le lendemain que ça partira de loin. Donc ça va être sauvé par ça, même si évidemment, ils auraient mieux fait de la mettre en dernière étape. Voilà, je pense quand même qu'on aura une très belle étape, sinon c'est une catastrophe, mais elle est très très bien agencée pour que ça parte de loin, surtout que le Passo, comment il s'appelle, Fanzarego, qui se trouve après le Passo Gio, est beaucoup moins compliqué. On est plus sur des pentes à 6-7%, là où le Passo Gio, voilà, on va être sur des pentes à 9%, et ça va être très très difficile. Donc voilà, souvent cet enchaînement d'une montée très dure et d'une montée moins difficile après, souvent ça fait des gros dégâts. Et puis surtout les descentes, hein, attends, parce que la descente derrière du Passo par où là je vais pas y arriver avec celui-là, Fiazzarego, elle est très très longue. La descente du Passo Gio, elle va être aussi technique et pentue, voilà. Donc non, je pense que vraiment on va avoir un feu d'artifice. C'est un des 2-3 points forts de ce Giro pour moi, avec l'étape du Blocos et avec le chrono. C'est une magnifique étape de montagne qui aurait pu gagner un peu plus en pourcentage. Et en fait, pour moi, il me manque un petit col, enfin un petit col, non, un vrai col pour lancer l'étape là, dès les 20 premières bornes, et ça aurait été vraiment la perfection. Mais voilà, enfin, clairement, il n'y a aucune étape pour moi qui rivalise avec celle-là. Dans le Giro, c'est la seule étape avec enchaînement de cols. Et là, pour le coup, les enchaînements sont magnifiques. Ça me rappelle ces Giro 2017, 2016, 2015 où il y avait des étapes comme ça qui étaient magnifiques. Donc ouais. Et puis l'arrivée, encore une fois, attention à pas se prendre un coup de bambou parce que Piani di Pezzi c'est court, hein, c'est quoi, c'est 5 bornes de montée mais à quasi 9-10%. Donc ça peut faire encore très très mal. Mais je pense que les coureurs ils attendront pas parce que le Gio ça mettra tout le monde à sa place. Il y a trop de coureurs qui auront besoin de partir de loin. Donc et l'étape du lendemain, c'est une course de côte aussi, donc je pense vraiment que ça va pousser à ce que la course parte de loin. Voilà. Donc très très content de cette étape. Tout à fait, très très content puisque, oui, on va le dire, hein, le Giro se jouera là, puisque je vois pas dans quel monde ça se jouera sur la 20e étape entre Germona del Fruili et Piancavallo. Bon, que dire, un énième départ tout plat pendant 80 km, avant une petite ascension, encore 40 km tout plat, et puis un circuit autour de l'ascension de Piancavallo, 14,3 km à 7,9%. Une ascension qu'on a déjà vue hein, sur ce Giro 2020. Moi, je me souviens, c'était la victoire de Tao Gegenhardt devant Kelderman et Sunweb avait fait n'importe quoi à l'époque. C'était le début du grand n'importe quoi Sunweb. Donc, sur le papier, on se dit pourquoi pas cette ascension. Que le problème, c'est qu'on est la 20e étape. Et en fait, pourquoi cette étape, elle est dessinée comme ça? Quels sont les objectifs de cette étape? Qu'est-ce qui peut se jouer sur cette étape encore, vu que c'est la dernière chance? Mais quelle dernière chance, vu que tout va se jouer en fait sur la dernière ascension? Puisque oui, certes, il y a une première ascension pour un petit peu fatigué de Piancavallo,
il y a une descente, mais derrière, il y a quand même une bonne vingtaine de vallées, de plats, donc sûrement en regroupement, clairement. Et puis, bah, c'est pas, pour des coureurs de ce niveau-là, c'est pas hyper difficile, hein, comme ascension. 14,3 km à 7,9%. Surtout que c'est le pied, en fait, qui est vraiment difficile. Plus on monte, plus c'est facile. Donc, encore une fois, comme on l'a dit, un problème d'agence. Je comprends pas trop pourquoi cette étape. Bah, clairement, tout va se jouer sur la 19e. Moi, elle m'a dégoûté encore une fois de ce parcours, cette 20e étape. Quand je l'ai vu, en fait, j'ai soufflé de déception. Je me suis dit, encore un départ tout plat, encore la même chose, un circuit inutile. Ça va jouer en côte. Bon, on aurait pu mieux faire. Qu'est-ce que Bah, tu en toute la penses? problématique de cette étape, c'est encore une fois cette qui est une double ascension de Piancavallo. Bon, écoute, c'est pas très inspiré, mais le problème c'est toute la zone entre les, il y a quoi, il y a 25 kilomètres entre le bas de la descente de la première Piancavallo et puis le pied du dernier col. Donc en fait, même si tu tentes un mouvement à ce moment-là, il faudrait vraiment qu'il y ait une UAE bis qui oublie encore qu'il y a Wout van Aert devant pour que du coup il se passe quelque chose, mais c'est un départ plat. Franchement, t'es un grimpeur qui joue pas le classement général, t'as aucune chance parce que tu pourras pas. Enfin, ça va être très très compliqué de partir. Le peloton, il va facilement pouvoir contrôler. Les deux ascensions, elles sont autant séparées, donc ouais, bon, non. Ça me fait un peu penser, tu sais, à ce qu'ils avaient fait il y a 2 ans là, sur le Giro 2024 avec la double ascension. Je sais plus c'était quel col là, où Pogacar il gagne l'étape, il s'envole facilement dans le deuxième col. Le Grappa. C'était la même chose avec le Grappa qui est quand Ouais, même bien plus dur Massimo, ouais. d'ailleurs que Piancavallo. Mais voilà, ça avait fait un peu pchit cette double ascension du Monte Grappa. Et bon, bah là, Piancavallo, pour moi, enfin, en tout cas, pour l'étape où tout devrait se jouer, la dernière étape de montagne, c'est quand même vraiment pas inspiré. Je le redis, mais ça n'a pas d'âme. Voilà. Donc, C'est une étape qui serait digne de la deuxième semaine, par exemple. tout à fait. Mais certainement pas en juge de paix en 20e étape. Et puis, bah, tout plat, on va finir tranquillement ce Giro dans une étape qu'on connaît très très bien, hein, à Rome, 100 km, des circuits, autour du Colisée et j'en passe. Une dernière chance pour les sprinters. Bon, là, je vais être un peu taquin et ronchon. Moi, j'avoue que j'aimais bien quand les Giros se finissaient par un chrono. Ça a donné lieu en plus à quand même des moments de dramaturgie assez intenses, hein. Par exemple, entre Ryder Hesjedal et Joachim Rodriguez, notamment, demander à James qu'il en pense également. Mais voilà, il y avait, je sais pas, moi, c'est un peu un imaginaire que j'aimerais, surtout que je me suis dit, en fait, pourquoi pas, vu qu'on a eu la blague de la 15, ils vont pas nous faire le coup d'une étape qui est un copier-coller. Bah si, bah si, donc on aura 2 dimanches de suite avec la même étape, entre copier-coller de Milan et puis un copier-coller à Rome. Étape traditionnelle, la procession, il se passera rien. Voilà, histoire de ponctuer un Giro qui va être, excusez-moi le mot, somme toute relativement emmerdant. Oui, voilà. En tout cas, pas hyper inspirant. Voilà. Donc, non, c'est un peu l'avis qu'on a après avoir vu ce Giro. Alors, dites-nous évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, Matt, voilà, je persiste et franchement, c'est vraiment, je pense, depuis longtemps, la plus grosse déception en Grand Tour. Alors, la Vuelta, la dernière Vuelta notamment, c'était pas bien mieux. Mais j'ai envie de dire que la Vuelta, ça m'importe un peu moins le parcours que le Giro. Et là, franchement, j'ai mal à mon Giro. Donc j'espère vraiment qu'on reviendra dans les prochaines années avec voilà, des parcours un petit peu plus sympas. Où est l'étape des murs? Où sont les trois quatre étapes de moyenne montagne avec des cols pendant toute l'étape? Voilà, où ça peut se jouer. Où sont les trois quatre étapes vraiment très difficiles avec des cols mythiques qui s'enchaînent? Voilà, l'école monstrueux. Enfin, bref, écoute, y a rien de très très intéressant. Donc, écoute, je sais même pas si je peux mettre une note. En fait, je mettrais quoi? Franchement, en étant honnête,
très honnête et un peu sévère, je mettrais 2 sur 10. Il y a 2-3 bons trucs, mais l'agencement est pas fou. Les étapes sont pas folles. C'est du copier-coller tout le temps. Il n'y a pas vraiment d'étapes qui permettent de partir de loin, que ce soit pour les baroudeurs ou que ce soit pour les favoris. Donc, franchement, c'est. Écoute, j'ai envie de dire qu'on peut pas être trop déçu après de ce qu'on verra comme spectacle. On peut être que ça peut être que mieux que ce qu'on en pense maintenant. Mais j'ai un peu peur que là, les coureurs, ils sachent pas trop quoi en faire de ce parcours. Tout à fait. Ben, moi, je pensais à un 3 sur 10, tu vois, donc Un peu on plus se généreux que moi. rejoint. Ouais, je suis un peu plus généreux, mais oui, très déçu. Et puis au final, de toute façon, on va pas s'attendre à pire. Là, on pourra sur l'adage, les coureurs font la course, un agencement, je n'ai pas trop compris. Peut-être des gens qui effectivement n'ont plus leur place là où ils sont. Parce que voilà, je vais être assez sévère là-dessus, mais on n'est quand même pas loin de la faute professionnelle sur certaines choses, hein. On parle de la responsabilité d'agencer correctement les étapes d'un grand tour, et là ils sont pas foutus de nous sortir 3 semaines correctes, des étapes de montagne qui pour la moitié sont ratées, des étapes de sprinter en veux-tu en voilà. Alors je comprends qu'il y a la concurrence du Tour de France, mais on va peut-être pas abuser. Aucun usage des massifs intermédiaires, pas d'étapes vraiment punchy, difficiles, accidentées. C'est un raté sans nom, et oui, comme tu le dis, à la montagne. Je pensais aussi pour Nico, qui, on le sait, il aime tant le Giro, et puis je pense que lui aussi, il a dû bouillir devant ce parcours, comme de nombreux suiveurs et suiveuses qui nous écoutent, parce que là, ouais, j'ai pas le souvenir d'un parcours de grand tour aussi horrible, et franchement, ce parcours de Giro-là le regarde quand même droit dans les yeux, parce qu'on est quand même sur du très très solide, hein. Tout à fait. Bah écoute, maintenant on n'a plus qu'à attendre le mois de mai pour que les coureurs nous montrent qu'on avait tort et que chaque étape nous produira son lot de surprises. Bah merci Matt de m'avoir accompagné sur cette émission de présentation du parcours de Giro. Évidemment, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ça se trouve, vous adorez. Donnez-nous un petit peu les arguments qui font que vous aimez, ou que si comme nous, vous n'êtes pas du tout fan. Dites-nous également ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on a mal compris, voilà, ou finalement vous dites non, mais si ça peut être intéressant, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, merci également, un peu petit pouce, petit like, ça fait plaisir, ça permet à la vidéo d'être toujours mieux référencée. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Radio Fringale, bah écoutez, on clique sur la cloche, on s'abonne, et comme ça vous aurez toutes nos vidéos, parce que voilà, on est début décembre, c'est vrai que c'est une période calme sur le vélo, mais il y a un petit programme sympa qui nous attend là sur le mois de décembre, avec des émissions focus sur des coureurs qu'on aime. Il y a un petit écrase les pédales qui va se glisser aussi là dans tout ça, et puis le mois de janvier approche, Matt, et avec un petit programme d'émissions pour le mois de janvier sur le mercato, tout ça qui arrive, donc plus que jamais présent sur le vélo, la Radio Fringale. Oh que oui, on va être branché actu, on va un peu s'ouvrir à nos auditeurs et auditrices en parlant de coureurs qu'on apprécie. On aura aussi, bon, on a critiqué le Giro, mais maintenant il faut qu'on sait faire mieux, donc il y aura un parcours fictif qui arrivera au milieu de tout ça, et puis du côté des articles, il y aura toujours autant d'actu. D'ailleurs, bon là, Simon nous a sorti un superbe article avec un petit témoignage qu'il est allé recueillir d'un coureur, le premier Français à avoir franchi la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées. Bref, plein de choses qui arrivent aussi, où nous aussi, du côté de la rédac, on vous prépare le mercato, parce que ça continue à bouger. Ouais, c'est ça. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous l'êtes pas encore, à vous abonner à notre chaîne Instagram, à notre compte Instagram. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, mais n'hésitez pas. On fait aussi bien, comme le dit Matt, de la rédac, un peu poussé. Ils font des super articles, Matt et Simon. Et puis également, voilà, on essaye de vous tenir au courant de toute l'actu du cyclisme. Dès qu'il y a une nouvelle assez importante qui sort, on essaye de la partager. Donc voilà, si vous voulez voilà, tout savoir sur l'actualité cycliste, être au courant de tout, et puis lire de superbes analyses et de superbes articles, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à Instagram et à Facebook Radio Fringale. Vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup Matt, et puis bah écoute, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner.
parce que en ces temps froids, la fringale guette. Ciao tout le monde.